Aujourd'hui dans Les Ambassadeurs. 100 ans après, la déclaration Balfour fait toujours polémique. Alors que d'un côté, les Israéliens en font l'un des éléments fondateurs du sionisme moderne, chez les Palestiniens, cette lettre est responsable d'un siècle de souffrance et on demande réparation. Il y aura donc un second procès Abdelkader Merah. C'est le parquet qui a décidé de faire appel du verdict de 20 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue d'actes terroristes. Reste à savoir comment l'accusation compte démontrer la complicité alors qu'elle a échoué la première fois. 2 thèmes, 4 ambassadeurs et une voix, Myriam Danan. Bonsoir messieurs, dames et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro des Ambassadeurs. Avec nous aujourd'hui Daniel Ben-Simon, journaliste israélien et ancien député du groupe travailliste à la Knesset. Et puis également Maurice Fergan, journaliste à... Ouais. Désolé les amis, je me suis tombée dans l'ordre de la présentation. On va reprendre. Aujourd'hui dans Les Ambassadeurs. 100 ans après, la déclaration Balfour fait toujours polémique. Alors que d'un côté, les Israéliens en font l'un des éléments fondateurs du sionisme moderne, chez les Palestiniens, cette lettre est responsable d'un siècle de souffrance et on demande réparation. Il y aura donc un second procès Abdelkader Merah. C'est le parquet qui a décidé de faire appel du verdict de 20 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue d'actes terroristes. Reste à savoir comment l'accusation compte démontrer la complicité alors qu'elle a échoué la première fois. 2 thèmes, 4 ambassadeurs et une voix, Myriam Danan. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro des Ambassadeurs. Et avec nous aujourd'hui, Freddy Eitan, chercheur au Centre des Affaires publiques et de l'État à Jérusalem, mais également ancien ambassadeur israélien. Maurice Fergan, journaliste à I24 News. Nadia Ellis, chercheuse dans l'analyse du discours à l'Université de Tel Aviv. Et Daniel Ben-Simon, journaliste israélien, mais également ancien député travailliste. Premier thème d'aujourd'hui, un anniversaire. 1917-2017, la déclaration Balfour a 100 ans, 67 mots, une quinzaine de lignes dactylographiées qui éveillent jusqu'à aujourd'hui une vive polémique. Pour les Israéliens, une étape majeure pour la création d'un État juif et puis pour les Palestiniens, une date honnie, une ingérence occidentale sur une terre arabe et une promesse non tenue. Sans la déclaration Balfour, pensez-vous que l'État d'Israël aurait fini par exister? Freddy Eitan. Oui, sans doute. Il faut dire aussi que cette déclaration a changé complètement la donne à la fois géopolitique, mais aussi la donne que nous avons connue pendant 400 ans, où il y a eu un règne, je dirais, de l'Empire ottoman. Et donc, il faut dire aussi que si les Palestiniens aujourd'hui demandent rectification, ou même faire justice, il ne faut pas oublier qu'un pays musulman, c'est-à-dire les Ottomans, pendant 400 ans, n'ont pas accordé aux Palestiniens ou aux Arabes de la région un État indépendant. Alors Daniel Ben-Simon fêtait en grande pompe cet anniversaire. Est-ce que c'est pas très accessoirement pour l'actuel gouvernement israélien le moyen de se rappeler aux bons souvenirs des Européens, le temps aussi d'un jour où les ambitions sionistes bénéficiaient d'une meilleure image qu'aujourd'hui? Oui, avant la déclaration, il y avait des Juifs ici. On préparait un État, on se préparait à bâtir, à fonder un État juif. La déclaration a donné une certaine légitimité diplomatique d'une puissance mondiale, la Grande-Bretagne, et ça a donné une force incroyable. Mondialement, c'était le début de l'histoire juive en Israël, mais même sans la déclaration, je crois qu'il y aurait un État israélien. Il y avait déjà toutes les préparations, il y avait l'idée, il y avait la terre, il fallait les combiner les deux. La déclaration est importante parce que c'était avant les guerres avec les Arabes, c'était vraiment la diplomatie, la haute diplomatie entre Chaim Weizmann, le futur président, le premier président d'Israël,
et la communauté internationale. C'est pour ça que c'est important, cette déclaration, elle a donné quelque chose, une couronne à l'idée du sionisme. Nadia Ellis, pour Theresa May, la première ministre britannique, il ne s'agit absolument pas de s'excuser, selon ses mots, mais pourtant la coexistence entre juifs et arabes reste inachevée. Formulation toute diplomatique pour exiger la création d'un État palestinien. Les formulations doivent être évidemment toujours diplomatiques, mais les déclarations aujourd'hui servent pas à grand chose à partir du moment où il y a un vrai problème d'acceptation du narratif l'un de l'autre, et c'est pour ça que la coexistence est encore, je ne dis pas impossible, mais en tout cas très 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 difficile. Les Palestiniens comme les Israéliens ont beaucoup de mal à accepter le narratif de l'autre, à accepter que l'autre côté puisse avoir une vision de ce qui s'est passé complètement différente de la sienne. Donc effectivement, cette déclaration qui encourageait la fondation d'un foyer juif en Palestine, pour les juifs, c'était la légitimation d'un retour à cette terre. Pour les Palestiniens, c'était effectivement une ingérence insupportable. Les deux côtés sont en bonne foi, en fait. Il n'y a pas de mauvaise foi. Les Palestiniens, effectivement, vivent cette création de l'État d'Israël comme quelque chose qui leur a été imposé, et une reconnaissance même de l'État d'Israël aujourd'hui, et je vous laisse parler, Maurice, tout de suite, c'est un vrai compromis. Et pour les Israéliens, ce compromis qui est en gros le point d'arrivée pour les Palestiniens aujourd'hui serait le point de départ. Il faudrait accepter que les Israéliens ont tous les droits d'être ici, et à partir de là, donc ça ce serait la prémisse même d'une coexistence, à partir de ce moment-là, on peut commencer à négocier cette coexistence. Il y a vraiment ce qu'on appelle techniquement en analyse du discours des ruptures cognitives. Il y a un point de non-rencontre entre les prémices des deux discours, et à partir du moment où on n'est pas d'accord sur des prémices d'un discours, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas polémiquer, et on ne peut certainement pas arriver à un accord. Maurice Fergan, deux visions irréconciliables de deux visions de l'histoire? Non, je ne pense pas, mais moi je suis d'accord un peu avec ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un acte de naissance de l'État d'Israël, sauf que ce qui est très important dans cette déclaration Balfour, c'est que les Britanniques s'engagent à créer un foyer national en Palestine. Et c'est la première fois que la Palestine est citée, et le mouvement sioniste a su se saisir de cette affirmation pour aller de l'avant. On parlait de différentes options. Là, c'était clair que c'était en Palestine. C'est la deuxième chose, c'est que je me demande pourquoi les Palestiniens aujourd'hui veulent faire annuler cette déclaration, lutte contre cette déclaration, parce qu'en fait, c'est aussi leur acte de naissance quelque part. Parce que si on parle de la création d'un foyer pour le peuple juif en Palestine, moi j'ai la déclaration sous les yeux, à condition de respecter les droits civils et religieux des communautés non juives. Et donc, quelque part, la déclaration Balfour, c'est aussi l'acte de naissance du peuple palestinien qui n'existait pas avant. Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'y sont pas arrivés? Mais il faut comprendre que les Palestiniens ne se voient pas comme ça. C'est-à-dire, cette perspective, qui est la perspective effectivement des Israéliens et des Juifs dans le monde, à savoir le peuple palestinien n'existait pas, peu importe si c'est une perspective qui est vraie factuellement, eux, les Palestiniens, ne se voient pas comme ça. Les Palestiniens pensent qu'il y avait un peuple. Les Palestiniens se sentent un peuple. Les faits, malheureusement, n'ont pas d'importance dans le déroulement de l'histoire. Ils devraient profiter de cette déclaration Balfour et dire OK, on est pour, donc respecter nos droits civils et religieux sur cette terre. Parce que pour eux, la déclaration Balfour, déjà, c'est une ingérence dans une terre, dans un endroit, dans un habitat qui existait, et pour un peuple qui existait. Il y a un livre magnifique que je vais juste dire rapidement. Le livre d'Ari Shavit, je crois qu'il est exceptionnel pour vraiment montrer les deux narratifs différents. Ma terre promise, le triomphe et la tragédie d'Israël, où un chapitre est écrit du point de vue des Israéliens et l'autre chapitre est écrit du point de vue des Palestiniens. Et ça montre à quel point, en toute bonne foi, il y a deux narratifs qui sont complètement différents. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est difficile, il faut accepter que le narratif de l'autre est en bonne foi. Oui, la question que je pose, c'est que ces deux narratifs figurent dans la même déclaration, comme par hasard. Donc c'est pas une déclaration pour Israël, c'est une déclaration pour créer une situation dans cette région qui permettrait la vie ensemble. Sauf que la solution proposée par la déclaration Balfour est celle de la coexistence. Est-ce que c'est cette coexistence qui n'est pas acceptée par le narratif palestinien, Fredi Eitan? D'abord, on mélange tout ici, hein. Il faut faire les choses d'une manière beaucoup plus historique, avec une rétrospective historique. La déclaration Balfour arrive après le congrès juif
donc qu'Herzl a réuni à Bâle en 1897, donc 2 décennies avant la déclaration Balfour. Deuxièmement, le 24 juillet 1924, la Ligue ce qu'on appelle la Ligue de la Société des Nations, ce qui était avant l'ONU, a confirmé, a certifié cette déclaration Balfour. Et donc, il s'agit d'un document, non pas une déclaration ou un discours, ce n'est pas le problème, le discours, mais une certification de la communauté internationale. Donc, sur le plan juridique, d'abord, légitime, c'est une déclaration qui a été acceptée par tout le monde, premièrement. Deuxièmement, il faut dire aussi que à chaque fois que les Palestiniens disent qu'ils ont raté les rendez-vous de l'histoire, ils les ont ratés depuis 1917 et ils continuent à le rater. Pendant une cinquantaine d'années, je vous rappelle, pendant une cinquantaine d'années, depuis 1967, il y a eu, je vous rappelle, un discours de Lévi Eshkol le 24 juillet 1967, 3 semaines après la guerre des 6 jours, dont il appelle aussi à un retrait des territoires. Donc c'est un parti travailliste qui était là et qui disait qu'il tend la main aux Palestiniens. Alors un mot, Freddy Ethan. Il n'y a pas eu. Et donc, essayer aujourd'hui de traduire en justice, mais c'est insensé de traduire en justice la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui encore, quand on connaît ce qui se passe aujourd'hui dans la géopolitique, la donne géopolitique d'aujourd'hui, comment créer un État palestinien que même la réconciliation, soi-disant réconciliation entre 2 têtes des chefs palestiniens, eh ben, il faut être beaucoup plus pragmatique, logique. Et Daniel Ben-Simon. Et je reviens à ce que dit Ifergan concernant les communautés, mais tout à fait. Et c'est respecté selon la proclamation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Daniel Ben-Simon, Oui. un mot rapidement. En fait, ce qu'est en train de nous expliquer Freddy Ethan, c'est que la construction du narratif palestinien a suivi bien des années après celle du narratif israélien, à laquelle la déclaration Balfour a donné la primeur. Oui, moi je ne m'intéresse pas à l'histoire tellement, je ne suis pas historien, j'ai fait de la politique, j'étais au Parlement, je suis un pragmatiste, c'est quelqu'un qui veut trouver une solution. Alors pourquoi les Palestiniens n'y sont pas arrivés? C'est leur problème, je suis désolé à la suite de leur refus historique, mais je crois qu'un jour on arrivera à un accord. Et là, on pourra clore l'affaire de cette déclaration parce qu'elle pourra satisfaire aussi l'autre côté. Et il faut arriver. Moi, je suis pour un accord. Il faut aller vers un accord. Il faut faire le maximum pour faire la paix et ça donnera... On l'a fait à Oslo, on l'a fait plusieurs fois. On tombe pas des nues aujourd'hui. La déclaration Balfour, c'est vrai, il y a une centaine d'années. Non, mais je sais. Mais il ne faut pas non plus rêver, il ne faut pas être naïf. Sais, mais j'aime rêver. J'aime de temps en temps rêver et je rêve d'une paix qui pourra satisfaire et cela et cela. Mais tout le monde veut. Non, je sais. Alors il faut le vouloir, il faut le faire. Et je crois que cet accord pourra donner à ce problème palestinien. Oui. Oui, c'est vrai, Daniel. Mais pourquoi les Israéliens, par exemple, ne profitent pas de cette polémique pour dire oui, d'accord, la déclaration Balfour, on l'accepte, acceptez-la aussi. On donne les droits civils et religieux aux populations non juives en Palestine. Absolument, je suis d'accord. Les Palestiniens sont un peu, ils vont vers le mot et la virgule, mais il faut faire les grands gestes. Le grand geste, c'est celui de réconcilier. Il y a 22 ans, Rabin a fait ce grand geste. C'est fini, ça c'est l'histoire. Oui, mais il n'y a pas l'histoire. On ne peut pas comprendre l'actualité si on ne sait pas l'histoire. Moi, je suis très clair dans l'histoire. Mais il faut savoir l'histoire. Parce que l'histoire, il ne faut pas qu'elle se répète à chaque fois avec les mêmes erreurs et les mêmes rendez-vous ratés de l'histoire. Nadia Ellis, ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est peut-être aujourd'hui encore se donner une chance de réconcilier les visions israéliennes et palestiniennes d'appartenance à une même terre. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a un débat qui tourne autour des faits, alors qu'on sait très bien que les faits n'ont jamais suffi à qui que ce soit pour changer d'avis sur un sujet. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau que l'humanité n'est pas née d'Adam et Ève, et que Ève n'est pas sortie de la côte d'Adam. Voilà. Et pourtant, il y a quand même des milliards de personnes au monde, bien que ce soit un fait. Il y a des milliards de personnes au monde qui encore
vivent leur vie, construisent leur vie et éduquent leurs enfants sur cette croyance. Alors, le monde se base sur des croyances, pas sur des faits. Et des interprétations. Évidemment. Alors, ici, nous sommes dans un conflit qui se fonde sur des croyances différentes. Pas du tout, des c'est croyances. des documents. Mais quel rapport avec... Mais on s'en fout des documents. on Les s'en fout des Palestiniens documents. s'en foutent des documents. Alors Il faut là, trouver une alors solution là, avec les gens vous allez trop loin. en justice Voilà. la Grande-Bretagne. Alors, dans Non, tous mais les c'est ce que je veux traités dire, qu'on va voilà. signer, vous vous en foutez. Non, c'est pas que moi je m'en fous, c'est eux, ils s'en foutent. Non, prends pas ça très La question, c'est pas moi, la question, Non, c'est mais les je parle personnes pas qu'on de a en vous. face. La question, ce sont les signataires de ces accords. On a des interlocuteurs Il faut en respecter face. les accords. Mais ils Même le font Netanyahou, en pas. Mais ils le 96, font a pas. respecté les accords d'Oslo. Même les- Freddy Même Attan, Netanyahou. Freddy Vous Attan, voyez, s'il ne signe donc- pas ces accords ou s'il ne les respecte pas, c'est sans doute parce qu'il ne s'y retrouve oui, pas. non, mais il faut connaître la cause. Mais à chaque fois, on accuse Israël. Vous trois, vous accusez Israël. Non, j'accuse Non, personne. mais vous Non, accusez j'accuse parce personne. que Moi, si je on dis est dans tout simplement, l'impasse, regardez qui on a en face. si on est dans l'impasse, si on est dans l'impasse, Non, laissez-moi. j'accuse pas Israël, je déplore simplement que d'un point de vue israélien, on ne fasse pas de cette déclaration de Balfour quelque chose qui concerne aussi les Palestiniens. Mais c'est ok, mais c'est très bien. Oui, mais on dit que c'est l'acte de naissance de l'État d'Israël, ça nous concerne à nous, et on oublie la seconde partie de cette déclaration. Le problème est beaucoup plus complexe parce que ce n'est pas d'une manière avec un bâton magique qu'on va régler l'affaire. Il y a une centaine d'années déjà, et bien au-delà, un siècle, que nous combattons pour avoir notre indépendance, notre souveraineté sur notre terre d'Israël. Il faut le dire, c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas gommer l'histoire. L'histoire est là. Mais l'histoire aussi a des compromis. On est obligé de faire des compromis. Et je suis tout à fait d'accord de faire des compromis. Mais à condition que l'autre... Oui, je t'en prie. J'ai beaucoup de respect pour On vous laisse finir la partie de ce Non, débat. mais ce qui s'est passé il y a 60 ans, 70 ans est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël est une puissance mondiale. C'est notre terre, c'est notre histoire, tout est là. Mais c'est un moment historique pour Israël, avec cette force exceptionnelle, militaire et économique et sociale, de peut-être être un peu plus généreux. C'est les forts qui sont généreux, c'est pas les faibles. Alors ce que je veux dire, Rabin a été généreux, Olmert a été généreux. On va laisser Daniel Ben Simon conclure avant de passer au second thème de ce débat. Il nous reste plus que quelques secondes. Je sais, peut-être un peu mieux que vous, quelle est la position israélienne dans le contexte mondial. C'est un pays, c'est une des 3 grandes puissances mondiales. Et ce qui était très mauvais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, Israël peut se montrer beaucoup plus généreux, je t'assure. Calme-toi, dors bien la nuit, parce que c'est possible. Avec cette force... Non, je suis naïf. Là, vous dérapez, là. Non, je dérape. Mais Messieurs, dames, je vais vous interrompre sur ce débat qui, bien sûr, n'aura pas de fin. Le conflit israélo-palestinien ne se résout pas en un jour et encore moins en quelques minutes. On va donc passer au second thème de cette émission. On va parler cette fois-ci de justice et de terrorisme. Il y aura donc un second procès Mera. Le parquet a fait appel en jugeant le verdict et la peine insuffisant. Abdelkader Mera a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, mais il a fallu moins de 24 heures au parquet pour prendre sa décision de faire appel. Est-ce que vous comprenez cet appel? Maurice Ifergan, ce verdict, c'était insuffisant? Écoutez, je ne sais pas, je suis extrêmement ambigu par rapport à cette affaire. J'ai du mal à comprendre et à décider. Je vois que les juges, finalement, parce qu'il faut dire que c'était une cour d'assises spéciale avec des juges, pas des jurés, se sont appliqués à mettre en œuvre le code pénal tel qu'il est. C'est-à-dire que dans le code pénal, la complicité par emprunt, c'est une complicité qui qui ne condamne pas l'auteur de la complicité, mais la personne qui est auteur elle-même d'un acte criminel. Ça n'a pas été prouvé. Je comprends qu'on ait condamné Abdelkader à 20 ans de réclusion. Maintenant, ce que je n'arrive pas très bien à saisir, c'est est-ce que c'était le procès d'Abdelkader Mera ou le procès de Mohamed Mera? Parce que finalement, lorsque la partie civile vient dire c'est injuste, c'est inadmissible, il aurait fallu le condamner pour complicité et le mettre en prison à perpétuité, en vérité, là, on est en train de faire le procès de Mohamed Mera. On ne fait pas le procès d'Abdelkader. Non, mais il ne faut pas oublier que son frère est complice. Sauf qu'il nous a manqué des preuves matérielles pour le prouver. Est-ce que Freddy Ethan, c'est ça qu'il faut aujourd'hui, réformer le droit? Évidemment, mais quand il y a un jugement, il faut que ce jugement soit à la fois dissuasif
pour ne pas que d'autres personnes, d'autres acteurs agissent dans le même sens. Il faudrait gommer complètement et lutter aussi contre le terrorisme. Donc il y a là une situation où d'abord on ne sait pas, on n'a pas pris considération dans l'émotion des familles. J'ai vu la maman d'un des soldats musulmans tués par cette crapule-là à Toulouse. Donc on a vu comment elle a réagi. Elle a vu comment les juges ont été complètement indifférents. Les juges jugent sur le droit et pas sur les sentiments. Il y a quand même en Israël, vous savez, il y a chez les juges, il y a aussi ce qu'on doit montrer vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de la population. C'est la lumière des juges. Les juges doivent donner non seulement un verdict sec, on doit comprendre et être beaucoup plus généreux dans la manière à la fois très implacable vis-à-vis de la justice, mais aussi comprendre aussi les victimes. Freddy Ethan, alors justement, Nadia Ellis, une courte réaction. Est-ce que les parties civiles, et Freddy Ethan aussi peut-être, en attendent trop de la justice aujourd'hui ? Je rebondis sur ce que Maurice a dit. En fait, effectivement, on a l'impression qu'on essaye de faire le procès à Mohamed Merah et non pas à son frère, ou en tout cas aux deux ensemble. C'est tout à fait humain, c'est compréhensible. La souffrance et la douleur des familles, elle est évidemment très compréhensible. Mais le droit est quelque chose de très sec et de très impartiel, ou en tout cas, il faudrait que ça le soit. Et s'il n'y a pas de preuve de quelque chose, on ne peut pas accuser parce que le public, les familles des victimes ont besoin de sentir que la justice a été faite. Il y a la déclaration de l'avocat de Merah qui est très intéressante et je m'attarde là-dessus. Exactement. Éric Dupond-Moretti, effectivement, qui a parlé aux médias. Et il a dit, les juges, entre autres, les juges, et c'est leur honneur, ont résisté à la pression de l'opinion publique. J'adresse mes pensées pour le désarroi et le chagrin des victimes, injustement confrontées à un faux coupable que l'on a fabriqué pour étancher leur soif de justice. Or, évidemment qu'il n'y a pas de faux coupable, parce que le frère de Merah, quand même, est coupable de certaines choses. Mais c'est intéressant, cette manière de recadrer le procès, en gros, en disant qu'il y a une injustice qui se rajoute à la première. La première injustice, évidemment, c'est celle de perdre des membres de sa famille. Et la deuxième, c'est l'injustice de l'opinion publique, des médias et du discours public qui aurait fabriqué un deuxième coupable pour pouvoir effectivement étancher cette soif de justice. Fabrication de coupable là, mais c'est son frère. Mais oui, si vous mais encore une fois, je suis en train de citer quelqu'un, c'est pas mon opinion. Vous expliquez, c'est une conférence. Donc il y a là une situation que vous dites là, mais l'acte d'accusation, il faut la lire. Et là, dans l'acte de l'accusation, il y a des trous, il y a des choses qui n'ont pas été. Et donc l'appel est tout à fait justifié. L'appel est tout à fait justifié. Je ne sais pas comment. Vous savez, un complice, c'est aussi il est acteur dans cette affaire. Oui, mais on va essayer de le prouver maintenant parce que ça a été trop rapide et il faut le faire d'une manière beaucoup plus légitime dans le sens où que les juges traduisent en justice telle ou telle personne avec l'approbation de preuves irréfutables, et je crois qu'on pourrait trouver ces preuves irréfutables. Sur le plan, je répète, sur le plan dissuasif, c'est une question de terrorisme, il faut comprendre. La France est affrontée, on a arrêté maintenant, on a aboli ce qu'on appelle l'état d'urgence, il n'existe plus, et nous trouvons dans une situation où on va faire l'apologie du terrorisme. Non, mais quand même. Et rendre justice. Là, ils ont rendu justice, ils n'ont pas fait justice aux familles, c'est évident. Rien ne peut faire justice à ces familles. Daniel Ben-Simon, est-ce que la justice occidentale aujourd'hui doit mieux aiguiser ses armes et peut-être se réformer face à des actions terroristes qui deviennent récurrents et des procès qui risquent de se répéter? Peut-être. Je ne vis pas en France, mais je vais de temps en temps et je suis sensible à l'ambiance générale. Il y a un climat de peur, d'angoisse envers le terrorisme, envers les musulmans, envers les Arabes. Et là, ce que Freddy dit, peut-être qu'il a raison, que les juges doivent comprendre ce sentiment public, populaire, et avant de faire jugement, essayer de comprendre les victimes, pas seulement les victimes, mais la France aujourd'hui. Elle est devant un problème extraordinaire, mais les juges, c'est les juges. Ils ont quelque chose, ils ont leur conscience juridique, et je crois que peut-être vous allez un peu trop loin en disant que les juifs doivent lire les journaux, doivent interviewer les familles. Regardez dans l'affaire Azaria, par exemple, il y a autre chose. On a eu la même chose. Voilà. Non, mais il n'est pas question de faire ça. Voilà, non, il n'est pas question. Alors, mais je ne sais pas si les juges vivent dans le contexte français et comprennent quel est ce qui se passe. Peut-être qu'il faut faire un effort. Je vais vous dire autre chose. Ce qui va au-delà, c'est qu'il y a eu des lacunes
même dans les services de renseignement, et même au sein même, on sait bien, dans la police et tout. Mais ça non, mais attendez. Et donc il y a eu, il faut clarifier tout ça. Il faut qu'il y ait transparence aussi dans le cadre. De dire qu'il y a des lacunes et qu'on n'a pas bien fait le procès, ça c'est une chose. De dire il faut un procès exemplaire avec une punition exemplaire pour faire de la dissuasion. Il y a les deux. Pour prendre en compte l'opinion publique. Nadia Ellis, s'il vous plaît, clarifions tout justement, puisque c'est la volonté de Freddy Ethan, clarifions le propos. Aujourd'hui, si on fait le procès de la justice, n'est-ce pas à cause des défaillances d'un discours politique sur le terrorisme qui est jugé insuffisant? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Alors on reprend. Est-ce que la faille n'est pas celle de la justice, mais plutôt celle du gouvernement, qui n'est pas assez offensif contre le terrorisme et qui du coup crée des attentes là où il ne faut pas? Ce sont deux choses différentes. Déjà, le gouvernement et la justice. La justice, elle est censée se fonder sur un code qui a été fait et qui est changé, et qui est corrigé, et qui justement, dont toute l'idée est de ne pas mettre en prison des personnes, ou de ne pas punir en tout cas des personnes qui n'ont pas commis ce dont on les accuse. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est très clair qu'on a affaire avec quelqu'un qui a commis quelque chose d'abominable, mais si on fait d'un procès tout aussi difficile quelque chose d'exemplaire pour prendre en considération la rage publique, l'opinion publique, la douleur, la souffrance des familles, qui va arrêter le prochain juge de faire la même chose avec quelqu'un qui pourtant n'a pas commis quelque chose? On ne peut pas prendre en considération malheureusement les sentiments, bien qu'ils soient justifiés, des familles ou de l'opinion publique ou même du gouvernement lorsqu'on a affaire avec un code qui punit quelqu'un d'une action. Il faut être sûr. Ça, c'est la grandeur de la démocratie occidentale, c'est la grandeur de l'Occident. C'est basé sur des preuves, et si des preuves, il y a des lacunes et des défaillances sur les preuves et sur le cheminement. Des preuves matérielles qui manquaient, Freddy Ethan. Et c'est là le problème. Freddy Ethan, des preuves matérielles qui manquaient. Je peux écouter deux choses. D'abord, je suis un élève de droit aussi, à Assas, pour vous dire. Donc, je peux comprendre la justice un peu, quand même. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut dire aussi que s'il y a des défaillances dans le cheminement, ce qu'on appelle quelqu'un avec un X, qu'on appelle en France, c'est-à-dire quelqu'un qui est marqué, ou quelqu'un qui a été en Afghanistan, ou d'autres, et avec un complice, et le frère qui a joué tout le temps avec lui, qui était en tandem, donc on l'exclut 20 ans, et on peut réduire, vous savez qu'on peut réduire de 2 tiers, donc il va être libéré dans 4-5 ans. Je ne suis pas d'accord avec cette notion de défaillance. Mais en l'occurrence, depuis 1994, parce que moi aussi j'étais à Assas. Je suis bien placé pour vous dire qu'il y a eu des défaillances. Il ne nous reste plus qu'une minute de discours. Maurice Fergan, nous allons vous laisser la conclusion. 1994 et la réforme du code pénal, on ne condamne plus le complice comme l'auteur, on condamne le complice comme un auteur. Or, pour le condamner comme un auteur, il faut avoir des preuves. Oui, mais ces preuves n'ont pas été apportées. Qu'est-ce que vous voulez de la justice? Des preuves matérielles qui n'ont pas été apportées. Il manque ce puzzle-là. Il manque des preuves. Et c'est pour ça. Et je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre un appel. Pourquoi pas? Non, je ne suis pas contre. Un appel, c'est dans le cadre de justice. Et bien, dans l'appel, il y aura ce jugement. Et chacun, évidemment, respectera le verdict. Et nous sommes dans les dernières secondes de cette émission. Merci à tous de nous avoir accompagnés tout au long de ce débat. Il y aura bien un second procès, Abdelkader Mera, qui laissera sans doute à nouveau s'exprimer la douleur et les colères des familles des victimes de cet attentat terroriste de Mohamed Mera. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission Les Ambassadeurs. La suite de l'info, c'est dans un instant sur i24 News.